Je ne suis pas né dans ce pays. Je n'ai pas grandi en suivant une religion particulière. J'ai des racines métissées et je suis gay. En grandissant, j'ai été une cible. Je devais bien parler, je devais bien me tenir et toujours bien positionner mes mains. Chaque jour passé était une épreuve et j'avais des milliers de raisons d'échouer. Un millier de possibilités de me mentir à moi-même et de vivre selon les standards de quelqu'un d'autre qui vous dicterait ce qui est acceptable ou non. Quand tu échoues à cette épreuve, ce qui est une évidence, c'est que tu en payes le prix. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai payé ce prix, plus d'une fois et de différentes manières. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans ce que j'appellerais le mode de survie. Quand tu es dans ce mode de survie, ton seul but est de finir ta journée en un seul morceau. Mais quand tu es dans ce mode à tes 5, 10 ou bien 15 ans, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des mots comme communauté, pour des mots comme on ou bien nous. Il y a seulement de la place pour des mots comme je ou des moi. Des mots comme on ou bien nous n'ont pas seulement sonné comme étranges pour moi à mes 5, 10 ou 15 ans. Parce que si un on ou un nous avait réellement existé, s'il y avait vraiment quelqu'un là-bas qui regardait, qui écoutait, alors j'aurais été sauvé. La première fois que j'ai tenté de mettre fin à mes jours, j'avais 15 ans. J'ai attendu que ma famille parte en week-end, j'étais seul dans la maison et j'ai avalé une boîte complète de médicaments. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé les jours qui ont suivi, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le lundi matin, j'étais dans le bus pour un retour à l'école, prétendant que tout allait bien. Quand on me demande si c'était un geste désespéré, j'ai répondu non, parce que je ne l'ai dit à personne. On crie au secours lorsque l'on croit qu'il y a un secours pour lequel crier. Et je ne l'ai pas fait. Je voulais en finir. Je voulais partir. À 15 ans. Je et moi peuvent être un endroit bien désert qui vous emmèneront juste très loin. Ce sentiment d'être singulier, différent, a continué à me hanter durant mes 20 ans et mes 30 ans. Quand j'ai eu 33 ans, j'ai commencé à jouer dans une série télé qui a eu beaucoup de succès, et pas juste aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Ce qui signifie que pendant les 4 années qui ont suivi, j'ai voyagé en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, et partout dans le monde. Pendant l'ensemble de ces moments, j'ai donné des milliers d'interviews. J'ai eu une multitude d'opportunités d'ouvrir mon cœur et de dire que j'étais gay. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Mes proches savaient que j'étais gay. Ma famille, mes amis, mais aussi les personnes en qui j'avais confiance. Mais professionnellement, je ne l'étais pas. Choisir entre vivre dans les stigmates ou bien vivre hors de la vérité, j'ai choisi ce dernier. J'ai choisi de mentir, j'ai choisi de le dissimuler. Parce que quand j'ai pensé à la possibilité de faire mon coming out, j'ai réfléchi à l'impact que ça aurait sur moi et sur la carrière pour laquelle j'ai travaillé si dur. J'éprouvais de la peur et de la colère par rapport à tout ce que j'avais durement construit durant toutes ces années. Quand je repensais à cet enfant qui pourrait être inspiré ou bien ému par moi prenant la parole et ouvrant mon cœur, mon cerveau répondait systématiquement « Non merci ». Je me disais que j'avais passé plus de 10 ans à construire ma carrière, seul, par moi-même, et que d'un certain point de vue, tout cela était la seule chose qui me restait et je ne voulais pas risquer de tout perdre.
Mais aujourd'hui, je vais prendre ce risque d'être un exemple pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et dont je ne suis même pas sûr de l'existence. Cela n'avait aucun sens pour moi. Cela ne résonnait pas en moi à cette époque. En 2011, j'ai pris la décision de me retirer de ma carrière d'acteur et de beaucoup de choses dont je pensais importantes pour moi. Et après avoir quitté les scripts et les plateaux de tournage dont je rêvais quand j'étais enfant, et de tous les regards, l'attention et le décryptage minutieux dont je n'avais jamais autant rêvé, la seule chose qui est restée avec moi, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé. Là, le jeu et le moi. Mais cela n'était pas assez. Il y a quelques semaines, quand j'ai rédigé cette lettre pour le Festival international des films de Saint-Pétersbourg, en refusant leur invitation, une petite voix dans ma tête a insisté sur le fait que personne ne la remarquerait, cette lettre. Que personne ne la regarderait, ne l'écouterait ou bien n'y prêterait attention. Mais cette fois-ci, finalement, j'ai su que cette voix avait tort. J'ai pensé que même si une seule personne remarquait cette lettre dans laquelle j'ouvre mon cœur, et donc je parle de ma petite histoire, qui viendrait se greffer à une autre cause bien plus grande, alors cela valait le coup de l'envoyer. J'ai pensé, laisse-moi être cette autre personne que quiconque n'a jamais été pour moi. Laisse-moi envoyer un message à cet enfant, peut-être en Amérique, peut-être au-delà des océans, peut-être quelque part dans le monde, pour un enfant qui est une cible à la maison, à l'école, dans la rue, pour que quelqu'un le regarde, l'écoute et se soucie de lui. Enfin, pour qu'il connaisse qu'il y a un « on » et qu'il y a un « nous » et que cet enfant, cet ado ou cet adulte soit aimé et qu'il comprenne qu'il n'est pas seul.